Et place à présent au grand débat d'actualité des Voix de l'Info. Au programme ce soir, l'hôpital en burn-out. Le Premier ministre a présenté aujourd'hui les grandes lignes de la réforme, en particulier sur l'offre de soins. Chantier ô combien sensible compte tenu de la situation actuelle. Alors de quoi s'agit-il? Le sujet nous concerne tous. Dépenser moins, mais mieux. Est-ce vraiment possible? Risque-t-on aussi d'aller vers une logique marchande à l'hôpital? Le débat est à suivre. Dans l'actualité également, une question sensible, la question de l'âge du consentement sexuel. Ce sujet difficile revient dans le débat public alors que s'est ouvert aujourd'hui un procès au tribunal correctionnel de Pontoise autour de cette question. Une fillette, un enfant de 11 ans, peut-elle librement consentir à une relation sexuelle avec un adulte, un homme de 28 ans? Les débats sont vifs et forcément passionnés. On va en parler. Mais d'abord, vos réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info pour nos débats. Je suis justement entourée des Voix de l'Info. Frédéric Davy, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. À vos côtés, Anne-Claire Ruel, bonsoir à vous. Spécialiste de communication, fondatrice de l'agence Le Board. Jean-Sébastien Ferjou est avec nous, bonsoir. Bonsoir, c'est Directeur et cofondateur du site Atlantico. Et on accueille Sabrina Ali Ben Ali, bonsoir. Vous êtes interne en médecine des hôpitaux de Paris, interne jusqu'à fin avril. Nous vous avions reçu il y a quelques jours, quelques semaines ici. Vous aviez parlé notamment de la situation compliquée dans les EHPAD. Avec nous également Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Responsable politique, conseiller de Marine Le Pen. Alors les réformes s'enchaînent, les chantiers sont ouverts les uns après les autres et c'est le cas pour un domaine sous tension, l'hôpital. Et depuis quelques semaines, vous l'avez lu, vous l'avez remarqué, on voit passer notamment sur les réseaux sociaux le cri de colère des personnels hospitaliers. Alors les symptômes, ils sont connus depuis de trop nombreuses années. Étranglés financièrement, eh bien, les hôpitaux publics qui devraient connaître un déficit historique de 1,5 milliard d'euros cette année ont tiré la sonnette d'alarme. Les personnels sont épuisés, c'est pour ça que l'on parle de burn-out. Sabrina Ali Ben Ali, vous avez entendu un petit peu les annonces aujourd'hui et ce qu'a dit le Premier ministre. Est-ce que déjà sur le principe, oui, il faut réformer, il faut proposer, il faut avancer? Ah oui, ça, il faut réformer, bien sûr, plus que jamais. Sa question, c'est réformer pour qui? Pour l'intérêt général, pour les patients. De ce que vous avez entendu, est-ce que ça va dans le sens de ce que vous demandez, de ce que vous constatez aussi dans votre quotidien? Ah bah là, en termes de réforme, on n'a pas entendu grand-chose. Hein. Moi, j'ai imprimé, là, j'ai adoré la phrase. D'ailleurs, je pense que je vais dire ça à mon prochain patient qui arrivera, qui aura mal. Je vais lui dire, ça doit être vous, le patient, qui doit être plus que jamais au centre de nos réflexions, des évolutions à venir. Nous ouvrons aujourd'hui une période de réflexion pour savoir comment on va vous prendre en charge, monsieur. Là, je l'imagine avoir mal. La perfusion derrière. Ah non, par contre, la seule chose qu'ils ont dit, nous maintenons les restrictions budgétaires. Et donc ça reste là. Et on va se centrer sur vous et réfléchir à 2 ans comment on vous soigne. Vous le dites avec le cœur, avec une pointe d'ironie, mais vous comprenez qu'une réforme de cette ampleur, ça prend du temps également. Alors, ça prend du temps, sauf que là, ce qu'ils nous proposent, c'est un observatoire de la qualité de vie des soignants, un observatoire, tout ça, ça a déjà été fait. Les syndicats ont les propositions, les hôpitaux ont dit ce qu'il fallait, la Fédération hospitalière de France a fait son rapport. On a l'impression qu'ils gagnent juste du temps parce qu'ils sentent que ça étouffe, parce qu'ils sentent qu'ils n'en peuvent plus. Je ne les ai pas vus condamnés récemment, vous vous rendez compte, les infirmières, les aides-soignants, tous les gens, à travers Balance ton hosto, ils préviennent pour dire que ça ne va pas, parce qu'ils ont envie de bien soigner, de soigner les gens. Et là, vous avez sorti dans le Canard enchaîné au CHU de Tours, où ils reçoivent des menaces de sanctions disciplinaires. J'ai pas entendu grand monde dire non, vous avez raison de nous évoquer les souffrances sur votre lieu de travail et les dangers pour les patients. Voilà ce qui se passe. C'est de la sanction disciplinaire, c'est de la menace des syndicalistes, on ne les écoute pas. Donc en fait là, les réformes, elles vont pas du tout dans le bon sens. C'est on gagne du temps, on nous vend du vent comme d'habitude. Un observatoire de la qualité, une réforme de la télémédecine. Moi, en 6 ans d'externat et 4 ans d'internat, les internes changent toujours à la même date. 1er mai, 1er novembre. Ça doit être depuis des décennies. Je suis jamais arrivée à avoir mes codes informatiques et pouvoir travailler avant le 4e jour, le jour où j'arrive dans un nouvel hôpital. Alors, l'innovation numérique, commençons par nous donner les moyens de base déjà. On va commencer d'ailleurs par l'urgence. C'est toujours par cela qu'il faut commencer. Tout d'abord, sur aussi la perception des Français. Vous les interrogez, Frédéric Dabi, sur ce sujet qui nous concerne tous, l'hôpital. J'ai lu il y a quelques jours en Seine-Saint-Denis qu'une mère a dormi par terre, à même le sol, avec une simple couverture pour veiller sur son fils à l'hôpital. On va parler de cette question, jusqu'où va-t-on aller avec des situations telles que celle-ci? Est-ce que quand vous interrogez les Français, ils vous parlent de ces cas-là? Ils vous parlent d'un hôpital qui est complètement aujourd'hui en burn-out? Oui, complètement, mais les Français opèrent une dichotomie incontestable entre les personnels de santé qui bénéficient d'une cote de popularité, de sympathie absolument au zénith, parce qu'ils sont perçus comme au front, comme les personnels de sécurité, au contact avec les publics les plus difficiles. Et là, il n'y a pas la moindre récrimination critique, il y a plutôt de la sympathie, de la fierté. Et d'un autre côté,
il y a un jugement très sévère sur la superstructure, sur l'hôpital. J'ai retrouvé une enquête de l'IFOP qui n'est pas récente, qui date de mai 2014 pour Acteurs Publics, sur l'Observatoire des politiques publiques, où il y a une majorité très forte des Français qui considèrent que l'argent public consacré chaque année par la France à ces hôpitaux n'est pas utilisé de manière efficace. Il y a quand on demande aux Français, quand le gouvernement annonce des économies sur des questions de santé publique, il y a systématiquement une sanctuarisation de l'hôpital qui doit être préservé. On propose plutôt des choses qui d'ailleurs ne sont pas en fait efficaces en termes de surveillance des arrêts maladie. Quand on travaille sur les réformes et les pistes de l'hôpital, systématiquement, ce qui arrive, c'est une réponse RH, c'est-à-dire revaloriser les rémunérations, les salaires, les conditions de travail des personnels soignants, avec bien sûr un cas particulier pour les infirmières et les aides-soignantes, les aides-soignants. D'un autre côté, il y a, et on avait déjà eu ce sujet, ce ressort sur d'autres thématiques, il y a le sentiment d'un échec depuis 20, 30 ou 40 ans des politiques publiques. Tout gouvernement et il y a la confondu, question quelle aussi soit de la la réduction couleur. du temps de travail et des D'où la congés de question, Frédéric Dabé, vous insistez sur cet échec malheureusement au long terme. Et évidemment, là, depuis quelques mois, en tous les cas, on ne peut pas faire porter la responsabilité de tout cela au gouvernement. Mais quand même, ils sont en responsabilité, Jean Messia. Mais quand vous entendez tout cela, moi, je vous ai vu tweeter ce matin en dénonçant une logique marchande, en vous inquiétant de cette logique-là. Oui, très bien. Mais vous, aux responsabilités, qu'auriez-vous fait? Avec quels moyens? Avec quel argent? Comment? Avec une baguette magique? Non, mais déjà, il faut partir du bon diagnostic. Tout d'abord, ce que propose le gouvernement actuel, comme sur les autres sujets d'ailleurs, on a une espèce de vacuité des annonces par rapport à un problème qui est considérable. Enfin, la situation des hôpitaux, on vient de le dire, elle est quand même assez catastrophique et c'est le résultat d'une évolution. Cette évolution, c'est qu'à partir des années 80, on a voulu plaquer à l'hôpital une logique marchande. On a voulu en faire une entreprise. On a voulu créer faire de la santé un marché. Donc on a atomisé les hôpitaux en faisant des entreprises. On a appliqué à ces entreprises des méthodes managériales importées du privé. La tarification à l'acte, effectivement, c'est une des logiques qui permet de payer, comme son nom l'indique, l'hôpital au nombre d'actes qu'il pratique. D'abord, le prix de l'acte est fixé totalement indépendamment du coût. Donc ça fait peser sur l'hôpital des efforts de productivité extraordinaires. Et surtout, à enveloppe constante, en fait, plus vous faites des actes, vous ne gagnez pas plus. Bien au contraire, vous gagnez moins parce que l'enveloppe, elle recule. Donc ça veut dire que vous êtes dans une course effrénée, une sorte de staccanovisme hospitalier. Ça, le diagnostic qu'on connaît. Je vous quelle solution vous avez par rapport à ça? Écoutez, la solution, c'est qu'au domaine non marchand, il faut conserver des logiques non marchandes. La santé n'est pas une marchandise et le patient n'est pas un client. Donc il faut donner à l'hôpital les moyens de fonctionner selon une logique. Jean Messia, vous dites les moyens, mais où vous les prenez? Vous voyez bien l'EHPAD, les gardiens de prison, les policiers, etc. On va parler très concrètement. Bien sûr qu'il y a des pistes. Aujourd'hui, l'hôpital, il est à moins 1,6 milliard de déficit, le secteur hospitalier. Nous consacrons 1 milliard d'euros à l'aide médicale d'État. Au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question de savoir si nous avons les moyens que notre solidarité soit mondiale au lieu de rester une solidarité strictement nationale. Il y a des moyens. Les moyens, il faut aller les prendre. Donc l'aide médicale, vous pensez aux étrangers? Pas aux étrangers, aux clandestins, aux étrangers illégaux qui ont le droit de se soigner selon toute la palette des soins, de manière totalement gratuite, à la condition qu'ils soient clandestins. Je vais faire réagir après tout le plateau. Sabrina Ali Ben Ali, quand vous entendez cette piste-là, par exemple? Alors, je vais la faire en deux temps. La première, la solution, il n'y a pas besoin... moi, je ne l'ai pas fait encore, du coup, mon serment d'Hippocrate, mais je vais être emmenée à le faire. Et moi, quand un gosse va se ramener avec une appendicite, je ne vais pas lui demander sa nationalité. Je vais le soigner. Donc ça, c'est hors de question. Ensuite, la solution, d'abord, elle est simple. Il y a aujourd'hui une taxe sur les salaires des agents hospitaliers de 12%. C'est un impôt qui est injuste pour l'hôpital. Si on enlève, ça représente 4 milliards d'euros qu'on remet dans les poches de l'hôpital, ce qui représente 100 000 emplois, ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et de dire que le gouvernement pouvait se passer, l'argent tombe du ciel, non, parce que 4 milliards d'euros, c'est ce qu'ils ont levé en supprimant l'ISF. Donc là, nous, on les retrouve, ils sont là, il suffit de les enlever, les hôpitaux récupèrent leur souffle d'air. Ensuite, on arrête de faire que les hôpitaux doivent payer la TVA sur leurs investissements en IRM, etc. C'est des choses qui ne sont pas marchandes. Donc, effectivement, on arrête la TVA à ces endroits-là. Et ensuite, c'est vrai que la TVA...
on la paye et qu'on est une entreprise ou un acteur économique, on la récupère ensuite. Voilà, mais nous, on n'est pas une simplement. entreprise, on n'est pas à Carrefour. L'hôpital, il ne faut pas qu'on Mais ce que je veux dire, fonctionne vous n'aurez avec pas les plus mêmes d'argent règles. à l'arrivée. Vous n'aurez pas plus d'argent à l'arrivée, c'est un pur effet de trésorerie. D'accord, ça, vous m'expliquez, on fera un petit cours Mais c'est technique. juste vous payez et on vous le rembourse. Ah oui, Donc c'est- effectivement, ça vous le fait ça. Et alors, ensuite, sur les moyens, moi j'ai une question. J'ai quelques chiffres. Est-ce que vous les contestez, ces chiffres, pour savoir, on vous demande de vous serrer la ceinture, mais en même temps, il y a des chiffres qui nous disent que la France consacre un gros effort à l'hôpital. Sa part dans les dépenses totales de santé s'élève à 40% contre 29% en Allemagne. La France reste le 3e pays de l'OCDE avec la plus longue durée moyenne de séjour à l'hôpital, 10 jours contre 7,8 ailleurs. Voilà. Et le taux de chirurgie ambulatoire, il reste moins élevé que chez nos voisins. On se plaint, mais quand on se compare, on se console. La dernière chose, c'est qu'il faut que nos hôpitaux... Qui a mis les hôpitaux qui empruntent aux banques privées? Avant De Gaulle, qui n'était pas le plus grand gauchiste qu'on fasse, qui avait planifié effectivement que les hôpitaux puissent emprunter sur des longs termes. On empruntait à la Caisse des dépôts avec des taux à 0,5 à 1%, lissés sur 40 ans. Aujourd'hui, qui a poussé les hôpitaux à faire des emprunts toxiques, etc. Ensuite, là, c'est un mensonge pur et simple de Madame Buzyn qui a dit sur France Info, on est parmi les plus dépensiers de l'OCDE, etc., 12% du PIB. Eh ben, c'est pas vrai. Les décodeurs du Monde l'ont dit eux-mêmes il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, si on isole la partie qui est supportée uniquement par la collectivité, c'est seulement 8%. Et si on est mieux soigné qu'ailleurs, Jean-Sébastien, tant mieux. Est-ce qu'il faut reconnaître, et évidemment, vous parlez avec votre trip et du quotidien, malgré tout, l'émotion n'empêche pas la raison. Mais tout à fait, et c'est un débat à la fois de raison et d'émotion. Quand les deux vont ensemble, c'est mieux. Est-ce que quand même, on peut remarquer que par rapport à d'autres pays, quand on se compare, on peut se consoler sur ce sujet-là, même si la situation reste compliquée chez nous? Tout dépend à qui on se compare. Il y a un contre-modèle qui est... Restons en Europe quand même, oui. Pourquoi forcément à tout prix rester en Europe? On peut regarder il y a le contre-modèle américain où effectivement qui a un système beaucoup plus privatisé, avec un coût des dépenses très très élevé pour des performances sanitaires qui ne sont pas si bonnes que ça. Effectivement, quand on se compare à l'Allemagne, on est sur un niveau de performance en France qui est moins bon. On dépense 2% de PIB en plus pour un niveau de soins qui n'est pas meilleur que celui de l'Allemagne. Donc maintenant, moi, ça m'inspire différents constats. Sur la forme, je trouve que le gouvernement finit par s'enfermer dans un piège politique, puisque là, c'est pas l'annonce du plan d'action, c'est l'annonce des pistes de réflexion. Mais comme vous le soulignez, il y a une espèce de vacuité dans ces annonces-là qui fait que vouloir montrer qu'on agit et qu'on est dans l'efficacité va peut-être finir par se retourner contre le gouvernement quand on n'a rien à dire. C'est pas ce que dit Frédéric Dabi dans ses sondages. Quand on n'a rien à dire. Des avis différents. Oui, mais enfin, jusqu'au moment où on n'a rien à dire et que ça finit par se voir, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Jusqu'à présent, il y a eu des réformes qui avaient plus de consistance. Là, on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose qui a été dit. Deuxième point, il y a deux problèmes lancinants auxquels sont confrontés les hôpitaux publics français. Il y a celui des 35 heures, c'est l'héritage empoisonné de Madame Aubry, parce qu'il faut quand même dire quelque chose, et c'est certainement difficile à entendre. On n'arrive pas à avoir dans les le 48 heures hebdomadaires. Plus personne ne travaille 35 heures à l'hôpital, on n'arrive pas à prendre nos temps de repos, les gens sont rappelés. Pour les médecins, on pardon, demande le aux chiffre. 48 heures. Alors, pour les médecins, pour les aides-soignants, le Mais alors, personnel apparemment, le administratif. sujet dont vous parlez, il est hors sujet. la Commission européenne a si puni je peux la aller France. juste au On bout. était très au-dessus Mais des vous parlez heures des autorisées, médecins, vous parlez des médecins, les aides-soignants, les personnels administratifs des hôpitaux font moins que les 35 heures, et il y a un calcul qui est extrêmement vicieux, c'est-à-dire qu'au moment de la négociation des 35 heures... Non mais le burn-out, mais exactement, mais pourquoi? Parce que c'est la bombe à laquelle personne n'ose s'attaquer. Dans le secteur des hôpitaux, comme dans un certain nombre d'autres secteurs, au moment de la détermination des 35 heures, il y a eu la possibilité de mettre le temps que vous faisiez, comme c'est impossible à vrai dire dans un hôpital de travailler à 35 heures, donc vous avez un compte épargne-temps. Et la logique est de dire un jour l'État nous le rachètera. Donc on s'enferme dans un problème dont on ne sortira jamais, mais les personnels dont je vous soignez font moins que les 35 heures si on raisonne sur une année entière. C'est le chiffre. Non mais en revanche, le problème qui est central, c'est celui de ce qu'ils font pendant qu'ils sont là, parce que les effets de burn-out sont liés à ça, et on ne s'est pas enfermé, contrairement à ce que disait monsieur, en tout cas c'est pas le diagnostic que j'en fais, dans une logique marchande, on s'est enfermé dans une logique qui était on ne peut plus technocratique. C'est-à-dire que là, les dirigeants d'hôpitaux ne sont plus dans une logique humaine, on ne leur permet, ils n'ont aucune marge de manœuvre, on a
administratiser tout ça avec une espèce d'obsession pour le big is beautiful. Attendez, le diagnostic, vous l'avez tous posé. Mais ça emporte la solution. On répond aux enjeux de la sécurité sociale. C'est quoi les recettes de la sécurité sociale? C'est l'emploi. Comment on va réussir à avoir des gens bien soignés? Il faut des gens qui travaillent, qui cotisent, et donc on a des recettes dans la sécurité sociale. Tout ça va ensemble, c'est un cycle vertueux. Il y a aussi une autre réflexion qui est celle de l'efficacité par euro investi. Mais Sabrina Lebenel, l'efficacité, c'est pas un mot tabou à l'hôpital. Quand vous regardez on est hyper efficace et on sera encore plus efficace quand les gens sont bien soignés. Pardon, parce que c'est important de le dire. Donnons-nous les moyens d'avoir les recettes dans la sécurité. Sonia, vraiment, c'est très important. Vous parlez en tant que personnel soignant, et je l'entends, vraiment, je ne comprends même pas comment il est possible que les médecins, notamment et urgentistes, continuent à assumer les tâches qu'on leur impose. En revanche, quand vous regardez le ratio personnel administratif par rapport à personnel soignant, qui était beaucoup plus équilibré il y a 30 ans, on a fait exploser le nombre de personnel administratif. Oui, mais les dépenses des hôpitaux publics, ce ne sont pas que des dépenses de soins, ce sont beaucoup de dépenses administratives. Je vais reprendre un peu ce que vous avez dit et regarder, m'intéresser à la forme, évidemment, sachant que la forme, c'est jamais très éloigné du fond quand il s'agit d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Il y a plusieurs choses. Un, c'est vrai que sur la méthode, par rapport Sauf quand il n'y a pas de fond, mais... C'est votre avis. Voilà. Par rapport, on va regarder juste sur les différents aspects. Un, par rapport à la méthode, je vous rejoins. C'est-à-dire que contrairement aux précédents projets qui étaient beaucoup plus ficelés, beaucoup plus aboutis, là on a l'impression que on saupoudre quelques mesures, on balance des pistes, mais finalement les choses sont moins bien ficelées par rapport à la méthode Macron qui était le tripartite, vous savez, concertation, dialogue partagé et puis négociation. Deux, par rapport au positionnement d'Emmanuel Macron, effectivement, il va y avoir quand même un problème d'une certaine façon, puisque Emmanuel Macron est souvent présenté comme le CIO de l'équipe France, avec une logique effectivement de rentabilité, avec une certaine idéologie aussi politique derrière, c'est-à-dire remettre la fonction publique dans une logique effectivement d'effectivité, de productivité, sauf que ça s'applique difficilement à tous les secteurs qui sont en crise actuellement, comme les hôpitaux, vous l'avez très bien dit, comme la police et la gendarmerie. Pourquoi vous dites que ça s'applique Pourquoi ça s'applique difficilement? Est-ce qu'il y aurait un problème en France culturel qui fait que ça s'applique difficilement à certains secteurs? Et qui l'a décrété? Alors, c'est une entreprise. C'est-à-dire que c'est le troisième point, c'est-à-dire que on touche ici à un modèle d'État et aussi à l'idée qu'on se fait. Donc, selon vous, on s'attaque à notre modèle social quand on demande à l'hôpital service public, effectivement. Mais non, c'est complètement absurde. C'est comme ça que ça. Non, mais vous confondez l'efficacité et la rentabilité. Voilà. Non, mais quand même, demander à un service public d'être efficace, ça me paraît la moindre des choses. C'est l'intérêt général. Ça n'a rien à voir avec la rentabilité. L'efficacité, selon quels critères? Parce que c'est ça le problème. Vous dites c'est une logique technocratique et pas une logique marchande. Je suis désolé, à partir du moment où c'est marchand, ça devient aussi technocratique. Toutes les grandes entreprises, c'est le management, exactement. Ça sécrète un autre management. L'hôpital public, comme son nom l'indique, n'est pas dans une logique marchande. Il y a 2 tiers d'hospitalisation publique en France, 1 tiers d'hospitalisation privée. Si vous voulez parler du secteur privé, parlons du secteur privé. Nous parlons là, il me semble, le plan hôpitaux, il a vocation à parler de l'hôpital public financé sur fonds publics. Depuis les années 80, marchandisation. Il y a des erreurs de gestion. Vous avez depuis les années 80 une logique marchande. C'est une logique de gestion technocratique. Non, c'est dicté par la Commission de Bruxelles. Vous reprenez toutes les recommandations de l'Union européenne depuis les années 80 et encore les dernières grandes orientations de politique économique pour 2016-2017, la Commission de Bruxelles dit qu'on ne peut pas réduire la dette de l'État français sans réduire les dépenses sociales et en particulier les dépenses d'hospitalisation. Donc nous sommes... Et on parle, c'est une logique d'élève à maître, c'est-à-dire la France est l'élève et la Commission de Bruxelles, c'est son maître. Et Jean Messia, quand je vous ai posé une question, une seule sur votre vision et la réforme que vous pourriez porter, vous m'avez cité juste l'aide médicale d'État. Non, c'était une. Après, vous avez laissé la parole à quelqu'un d'autre. C'est une. Vous m'avez cité spontanément celle-ci. Spontanément, parce que c'est celle qui est le plus évidente. Et vous pensez que c'est ça qui va réformer? Attendez, l'aide médicale d'État, je ne parle pas des choses qui sont urgentes. Vous avez cité tout à l'heure. Ah bon, vous allez faire le tri vous-même entre ce qui est urgent? Non, mais qu'il y ait les urgences, bien sûr qu'il faut les traiter. Je veux dire, on n'est pas non plus des monstres. Mais je veux dire, là, l'aide médicale d'État concerne toute la palette de soins ouverte à 200 à 300 000 personnes. Si. J'ai été vérifié. Toute la palette de soins. Pas seulement les actes d'hospitalisation comme j'ai pu l'entendre. Toute la palette de soins. Et je ne parle même pas de la couverture maladie universelle qui, elle aussi, coûte très cher. Mais attendez, on ne peut pas dire on n'a pas les moyens. On peut pas dire on n'a pas les moyens de faire et s'interdire de regarder, sanctuariser des dépenses comme l'aide médicale d'État, comme les dépenses de santé sur les étrangers. Écoutez, moi, monsieur, j'ai eu un môme de 15 ans qui avait la tuberculose la semaine dernière.
dernière. C'est pas une urgence vitale de le prendre en charge. Si je l'avais pas pris, d'accord, il a été hébergé par des gens pour moi, c'est une urgence vitale, oui. Excusez-moi. La tuberculose, on n'a pas fait les mêmes cours de médecine. Alors, c'est pas une urgence vitale. La tuberculose, vous pouvez en mourir. Je me trompe? Ah bah oui, mais voilà, donc c'est une urgence vitale. Mais il y a beaucoup de choses à un moment T, donc vous pouvez mourir 3 mois après. Donc vous nous direz où est-ce qu'on place. De toute façon, attendez, la question, c'est pas de régler le problème de l'immigration à l'hôpital. C'est en amont qu'il faut s'y prendre. La question, c'est qu'il faut prendre l'argent là où il est et aller au moment bah oui, parce que 60 à 80 milliards. Si je ne l'avais pas fait, Sonia, personne ne l'aurait fait. Or, c'est une dépense qui n'a aucune raison d'être sanctuarisée, sacralisée. Pourquoi est-ce qu'on peut discuter de la réduction de toutes les dépenses? D'ailleurs, le Premier ministre l'a reconnu. Attendez, je voudrais qu'on écoute quand même ce qui a été dit aujourd'hui, ce sera plus simple. Le Premier ministre a dit qu'il y a eu des efforts. On reconnaît qu'il y a eu véritablement des efforts de gestion, de réduction aussi des coûts et des dépenses. Et selon le gouvernement, ces efforts, ils ont déjà produit des résultats. Vous nous direz si c'est le cas, on l'écoute. Des efforts considérables ont été accomplis, en particulier à l'hôpital. Des efforts qui commencent à payer. J'invite tous ceux qui en douteraient à se replonger, à se remémorer les commentaires qui étaient formulés il y a 10 ans ou 20 ans sur le fameux trou de la Sécu. Un trou qui est à peu près aussi célèbre que celui de la couche d'ozone et qui est, comme lui, à force de persévérance, voué à la disparition. Alors évidemment, ça n'est pas gagné. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est gagné. Je dis que ces efforts collectifs ont produit des résultats. Sabrina Libellé, quand vous entendez ce genre de discours, vous avez les deux pieds dans le réel et dans le concret. Quand quelqu'un reconnaît, le gouvernement reconnaît qu'une partie quand même a été faite, que les efforts ont été reconnus, est-ce que quand même vous vous dites, bon, le verre est à moitié plein, on nous demande beaucoup, mais on nous reconnaît quand même certaines choses? Non, on ne nous reconnaît rien du tout. Et moi, quand il invite à se remémorer, je lui invite à se remémorer qu'on a perdu 15 paramédicaux et que 10 internes se sont suicidés, 10 internes et médecins se sont suicidés cette année, et je l'invite à aller faire ses commémorations auprès des gosses qui n'ont plus de maman parce qu'elles se sont suicidées à cause de leur boulot. D'accord? La vérité de ces efforts, moi j'ai ramené les comptes rendus là à côté de leur truc. Là, vous voyez, un de mes patients, fracture malléolaire, un ancien para qui était militaire chez nous, qui est SDF aujourd'hui, absence de place en l'infirmier, pas de retour des demandes SSR, pas de place en rhumato, pas de place en chiro-ortho, appel médecine interne, essayez de le mettre dans un autre service, appel ortho, pas de place ce jour, appel rhumato, pas de place ce jour. Voilà la réalité. C'est ça dont on se félicite. C'est les 85 000 personnes qui me suivent sur ma page, qui mettent tous les jours, qui me disent qu'ils sont en burn-out. J'ai dit que je passais chez vous. J'ai dit, allez-y, faites les commentaires. Qu'ils aillent lire les commentaires. Les ambulanciers qui demandent à être reconnus. Les aides-soignantes, 1 600 € au bout de 28 ans de bons et loyaux services. Même moi, ça m'est arrivé de prendre des anxiolytiques le soir en rentrant chez moi parce que j'ai honte de ce que je fais. Ce monsieur-là, quand j'ai pas pu le renvoyer à la rue, j'avais peur qu'il fasse un hématome parce qu'il est sous anticoagulant, qu'il saigne dans sa tête et qu'il meure par ma faute. Donc j'ai encore demandé à mes collègues urgentistes de l'héberger une nuit de plus. C'est ça dont on se félicite en 2017 ? De quels efforts ils nous parlent ? Et eux, ils font quoi comme effort ? Balancer 4 milliards d'euros aux plus riches ? C'est ça ? 60 à 80 milliards d'évasion fiscale qu'on ne va pas chercher ? On n'a pas besoin d'un milliard de l'AME. Il y a 60 à 80 milliards qui attendent d'être ramenés dans notre pays. Donc on arrête. Ça, c'est du foutage de trou. Que vous défendiez les personnels soignants, c'est très bien. C'est très bien parce qu'incontestablement, il y a un management des personnels soignants dans les hôpitaux qui est du délire. Aucune entreprise privée, pour le coup, ne pourrait se permettre ça parce qu'elle serait condamnée. Une entreprise privée soumise à une contrainte financière gigantesque comme c'est le cas de l'hôpital. Sauf que l'inspection du travail interviendrait et que l'employeur serait condamné. Vous plaisantez ? Non, Ils nous tiennent au cœur parce qu'ils savent. En revanche, il y a des pistes de réflexion. Il y a 20 à 30%, c'est la haute autorité publique, hospitalière, qui le dit. Il y a 20 à 30% des dépenses de santé qui sont inutiles. Ce que vous décrivez, c'est justement un problème de management et d'organisation. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on a fait un choix en France, mais il y a un choix schizophrène qui est fait. Il faut expliquer dans le concret ce que ça veut dire. Pourquoi des dépenses inutiles ? Mais parce que quand on n'est pas assez nombreux, moi, monsieur, oui, je refais l'examen, je refais une bio, il l'a déjà eu. Mais je la trouve pas parce que les dossiers on les a pas et donc on dépense plus mais on voit bien qu'il y a un problème d'organisation. Oui, mais l'organisation c'est les moyens humains dont on a besoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement. Ceci quand même, depuis les années 80, l'hôpital de 2018, c'est pas l'hôpital de 86. Au niveau de la gestion, aujourd'hui, nous n'avons plus de politique de santé au sens holistique du terme, au sens global et collectif du terme. Nous avons une logique individualiste de marché,
une logique par entité, par structure, dont on fait une agrégation pour définir une politique de santé agrégée. Il faut reprendre la chose à l'envers, c'est-à-dire étant géré par des agents publics, ça s'appelle la technocratie. Non, c'est géré par les acteurs d'abord, pas seulement. Privés qui viennent à Vous l'hôpital. pouvez très bien avoir une coquille publique, mais gérée à l'intérieur. Et plus largement, Anne-Claire Ruel, attendez, Anne-Claire Ruel, vous l'avez esquissé. Pardonnez-moi, Jean Messia. Non, je vais poser ma question. Anne-Claire Ruel, vous l'avez esquissé tout à l'heure. Vous avez parlé de modèle social. C'est important. Quand on touche à ces piliers-là, on touche ou est-ce qu'on grignote à notre modèle social auquel les Français, vous nous le direz dans quelques instants, Frédéric Dabi, sont très attachés. Effectivement, depuis notre fameux général de Gaulle, qui n'est pas un gauchiste, comme on l'a pu le dire, effectivement, cette idée de modèle social est au cœur du sujet. Et aussi l'idée de décentralisation, mine de rien, avec l'impact des collectivités locales aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait on repousse le problème, encore une fois, auprès des collectivités locales, auprès des agents qui font bien leur boulot, qui font très bien leur boulot, qui ne vont pas abandonner. En même temps, on veut faire de l'aménagement du territoire. Ça, c'est une schizophrénie des pouvoirs publics. Mais c'est pour ça que c'est un... réduisant les dotations aux collectivités territoriales. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème. Et quand on... en même temps, tout est en même temps. Ça existait avant Emmanuel Macron. Et derrière tout ça, il y a aussi une logique privée-publique, parce que je suis désolée, il y a des hôpitaux aussi qui vont dû se rapprocher de cliniques aussi pour fusionner. Et on supprime les postes des administratifs, ils passent à des entreprises privées pour tout ce qui est standardiste et personnel d'accueil. Jean Messia, oui. Attendez, vous vous doutez que votre piste là sur l'aide médicale qu'on connaissait d'État, elle fait beaucoup réagir, notamment. Ça suscite un émoi incroyable juste parce que je l'évoquais. Non mais sur le modèle social, mais regardez, est-ce que vous pourriez l'appliquer contre l'avis des personnels hospitaliers? Vous parlez de notre modèle social. Effectivement, en France, nous avons quelque chose qui s'appelle le service public à la française. Le service public hospitalier est par excellence un service public à la française. Or, ce service public à la française, il est attaqué de toutes parts. D'abord par la logique de la construction communautaire depuis la fin des années 80. Il ne faut pas le remettre en cause, il ne faut pas avoir ce qui ne va pas, il ne faut pas y toucher, pas le vider de sa substance. C'est ce qui est en train d'être fait, vraiment. C'est ce qui est fait depuis 20 ans, c'est ce qui est fait depuis 20 ou 30 ans. Et il est aussi attaqué par une logique marchande rampante qui va également jusqu'à le cœur de l'État, pas seulement l'hôpital. Et vous voilà donc le héros de la fonction publique. Bah écoutez, on ne se refait pas. N'est-ce pas? Pour conclure, Sabrina Ali Ben Ali, vaste débat. On a vu, ce sont des premières pistes. Se désoler des conséquences dont on chérit les solutions, causes. On les a dites. On ne demande même pas plus. On demande, ne nous fermez pas de lit. Vous l'avez vu, le compte-rendu hospitalier, je le laisse. Vous pouvez le montrer à Madame Buzyn. Le jour où elle vient, j'ai caché les noms de mes confrères et de l'hôpital en question. Stop aux fermetures des lits, reconnaissance des personnels, enlever la taxe sur les salaires, on a 4 milliards qui nous reviennent et nous on va embaucher, ça remet le circuit des cotisations sociales et ça fait des recettes. Attaquez-vous à la fraude fiscale, attaquez-vous de l'argent là où il y en a, arrêtez de venir nous chercher à nous, ne supprimez pas la taxe majorée sur les dividendes pour les gens qui gagnent déjà 15 000 € par mois, alors que les aides-soignantes, les infirmières, les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture, les orthos, etc. n'ont que 1 600 € par mois. Ça, arrêtez de nous sur la reconnaissance du travail des personnels hospitaliers. Tout le monde est d'accord. Merci pour ce débat. On va continuer à en parler avec d'autres sujets également. Merci à vous. Merci Sabrina Ali Ben Ali. Merci Jean Messia. Merci. Vous restez avec nous, les voix de l'info, Anne-Claire Ruel, Frédéric Dabi et Jean-Sébastien Ferjou. Nous venons donc de parler de l'hôpital avec les premières pistes vraiment très larges évoquées par le Premier ministre. L'objectif visé n'est pas de dépenser moins, mais mieux, en tous les cas, selon le gouvernement. On va écouter d'une manière générale la philosophie de cette réforme qui s'annonce. Je vous propose de réfléchir à une réforme en profondeur du financement des soins en France. J'ai ainsi retenu la suggestion de la ministre de la Santé de mettre en place, auprès d'elle, une task force, comme on dit en bon français, dédiée à la réforme du financement du système de santé. C'est Jean-Marc Aubert, actuel directeur de la DRES, qui l'animera. L'assurance maladie sera pleinement associée à cette démarche. Cette équipe travaillera en concertation étroite avec les professionnels de santé et valorisera les initiatives qui fonctionnent pour tenir compte de la multiplicité des processus de soins, des organisations et des pathologies. D'ici la fin de l'année 2018, je souhaite que cette équipe nous propose des modèles de financement nouveaux qui marquent une rupture avec la logique inflationniste actuelle pour une mise en œuvre à la fin de l'année 2019
Dans l'actualité également, la question sensible de l'âge du consentement sexuel. Ce sujet difficile revient donc dans le débat public alors que s'est ouvert aujourd'hui un procès au tribunal correctionnel de Pontoise. Autour de cette question, un enfant, une fillette de 11 ans peut-elle librement consentir à une relation sexuelle avec un homme, un adulte de 28 ans? Les débats sont vifs et forcément passionnés. On va en parler dans quelques instants. On va d'abord écouter la ligne de défense ou en tous les cas la réaction de l'avocat de l'homme qui est mis en cause. On va plaider la relaxe, notre client est innocent. L'infraction n'est absolument pas caractérisée, c'est ce qu'on va s'employer à démontrer aujourd'hui devant la 6e chambre. Il y a une erreur qui a été provoquée de la part de la plaignante et une erreur légitime puisqu'elle a une apparence physique d'une fille qui a plus de 15 ans. C'est scandaleux parce qu'on sait très bien que c'est pas un viol, elle était consentante. Donc maintenant, on est sur le terrain de l'atteinte sexuelle, mais parce qu'elle a demandé le renvoi du ministère public à Meuse-Prouvoire, on va devoir plaider la non-caractérisation du viol avant de parler de l'atteinte sexuelle. Alors déjà, premièrement, elle avait 11 ans et 10 mois, donc presque 12 ans. Ça change quand même la donne, parce que vous savez qu'en Espagne, le seuil de consentement est fixé à 12 ans, comme aux États-Unis. Donc, déjà, elle avait un âge qui était... Déjà, c'est pas une enfant, c'est une adolescente. Et deuxièmement, mon client fait beaucoup moins que son âge. Elle pensait, elle, qu'il avait 17 ans. Donc, c'est-à-dire que dans l'esprit de l'un et l'autre, ils étaient tous les deux mineurs. C'était une relation entre deux adolescents de 17 ans. Dans l'esprit, je dis bien, pas sur l'état civil. Alors sur ce débat, on accueille Marie Grimaud, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger. Merci d'être avec nous. Également Marie Mercier, bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire. Vous êtes rapporteur d'un texte sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Avant d'entrer dans le détail de ce débat, de ce sujet lourd et important, je voudrais vous faire réagir tout simplement à ce que vous venez d'écouter, à la réaction, à la ligne de défense de l'avocat donc de cet homme de 28 ans qui est mis en cause aujourd'hui dans ce procès. Comment vous réagissez à ce qu'il a dit, Marie Grimaud? Il parle donc de l'apparence de cette jeune fille qui aurait une apparence de jeune femme, hein, selon ce qu'il dit. Et puis, il dit que c'est scandaleux. Et la ligne de défense, vous l'avez entendu. Moi, je dirais que c'est sa défense qui est scandaleuse. Hein. C'est bien grossier de sa part que d'avoir de tels propos, je trouve, à l'encontre d'une mineure de 11 ans, quand bien même elle aurait presque 12 ans. C'est bien vous montrer la difficulté, même chez mes confrères, de placer la notion de consentement. C'est-à-dire qu'on fait porter sur les épaules de ces petites victimes leur apparence physique, qui n'est pas toujours en adéquation d'ailleurs avec leur maturité psychologique et morale. Non, je trouve ça extrêmement grossier et ça démontre en tout cas l'importance dans ce monde judiciaire, aussi bien du côté des magistrats que des avocats, de mettre une ligne simple, claire, qui est qu'en dessous de 15 ans, on ne peut pas consentir tout simplement à un acte sexuel. Alors, on va parler de ces lignes simples, claires, parce que c'est vrai qu'il faut qu'elles soient claires aussi pour les magistrats. On verra la difficulté parfois de juger. Marie Mercier, est-ce qu'on peut fixer un âge? Est-ce qu'on peut fixer une règle commune, selon vous, et indifférenciée pour le consentement sexuel, pour l'âge du consentement sexuel? Et est-ce qu'au contraire, il faut faire du cas par cas? Quel est votre avis? Oui, vous l'avez dit, c'est grave, c'est lourd et c'est difficile. Donc nous prônons plutôt le cas par cas, parce que ça permet aussi aux juges d'avoir une certaine liberté, d'avoir moins des idées très arbitraires et très cloisonnées, parce que les enfants ne se ressemblent pas. Moi, la compréhension de mon monde, elle est médicale. Et les médecins, eh bien, ils s'occupent des patients en fonction de leur âge, de ce qu'ils sont, de leur culture, de leur pathologie, et enfermer, comme le dit aussi le défenseur des enfants, dans des cloisons me semble extrêmement préjudiciable finalement. Si on laisse un champ de possibles plus large, finalement c'est dans l'intérêt des enfants. Expliquez-nous, vous parlez d'un âge de discernement plutôt que d'un âge de consentement. Quelle est la nuance? Quelle est la différence? La différence. Quand on parle de viol, soyons clairs, un viol ne peut jamais être consenti. C'est une évidence. Or, dans la loi, il n'y a pas le mot consentement. Donc, forcément, une présomption de non-consentement n'existe pas du tout, et encore moins sur le plan juridique. Nous avons travaillé autour d'une présomption de contrainte, bien sûr toujours dans les cas de viol, qu'on agiterait en cas de incapacité de discernement ou de grande différence d'âge. Et c'est ce qui se produit à Pontoise, où il y a une différence d'âge telle que la présomption de contrainte, elle est évidente. Il n'y aurait pas à prouver qu'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise. Donc vous parlez d'un âge qui se rapprocherait de 14 ans ou... Les 15 ans de la majorité sexuelle, on n'y touche pas. On n'y touche pas, ça, on n'y touche pas. C'est sanctuariser ça.
Oui, 15 mais ans. moi j'ai l'impression quand je vous écoute, Marie Grimaud, que vous dites que les magistrats, est-ce que c'est ce que vous pensez, ne sont pas, c'est compliqué aussi parfois, ne sont pas suffisamment formés à l'écoute de la parole de ces enfants. Ces enfants ont une parole qui est aussi particulière, donc il faut savoir la décrypter, l'analyser. Est-ce que cela, ça ne se complique pas avec ce que vous voulez proposer, Marie Mercier? Déjà, je ne vois pas comment on peut construire une société sur du cas par cas. Nous sommes une société construite sur des valeurs morales et pénales qui doivent être extrêmement claires. Le cas par cas, il existe dans le monde judiciaire, c'est ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Et c'est un principe du Code de procédure pénale qui existe déjà. Sur la parole de l'enfant, pour vous répondre, il y a un problème de formation. Il y a eu un énorme traumatisme, et je dirais séisme chez les magistrats à la suite de l'affaire d'Outreau. Et nous sommes passés d'un extrême à l'autre, qui est aujourd'hui un enfant, la parole ne vaut strictement rien. On a un autre problème qui est particulier au viol, mais qui touche tant les enfants que les femmes, c'est qu'on demande à une victime, dans sa prise de parole, dans ce dépôt de plainte, quasiment de remplir l'intégralité des petites cases qui doivent correspondre à l'infraction telle qu'elle est définie dans notre système judiciaire. Et ça, c'est impossible à avoir. Donc, attendez, vous dites que pour vous, le juge serait dans des grandes difficultés ou presque incapable de donner son avis sur la capacité de discernement de la victime. De la jeune, très jeune. Mais la notion de discernement, c'est une notion extrêmement floue sur laquelle tout le monde va glisser. Je ne vois pas comment un citoyen lambda peut, lorsqu'il va dans un cheminement délictuel ou criminel, va se dire à un moment donné, est-ce qu'il y a du discernement, pas discernement? Il me semble que pour un citoyen, il doit avoir en tête le fait qu'en dessous de 15 ans, quelle que soit l'apparence physique ou l'apparence, je dirais, psychologique de sa victime, il n'a pas à avoir une relation sexuelle, quelle qu'elle soit. Vous voulez le cas par cas. C'est-à-dire que le juge, il est indépendant, le juge. Il existe même beaucoup grâce à cette indépendance, il la revendique. Donc là, on lui offre un champ de possibles beaucoup plus large. Ce sera à lui de diligenter éventuellement une enquête, une instruction, pour savoir s'il y avait discernement ou pas. Mais je prends un exemple. Est-ce qu'on peut donc avoir, selon les situations, les personnalités, quelqu'un qui est consentant à 14 ans et puis quelqu'un d'autre qui a 17 ans et demi, il ne sera pas dans le même cas de figure. Je veux dire, il se sentira pas aussi mature, etc. Est-ce que vous faites des différences à ces niveaux d'âge-là, cette fourchette-là? Nous, on protège jusqu'à 18 ans avec notre proposition. On va jusqu'à 18 ans. On élargit de 15 ans à 18 ans, puisque dans cette idée de présomption de contrainte, c'est des mineurs, pas des mineurs de moins de 15 ans. On protège jusqu'à 18 ans. Donc on protège de 15 à 18 ans parce que l'agression sexuelle d'un jeune homme ou d'ailleurs d'une jeune fille à 15 ans et 3 mois... vous dites que vous élargissez la protection des mineurs. On élargit la protection des mineurs. Pas mal. Mais oui. On inverse le paradigme, nous. Avec une présomption de contrainte, on change les choses et on élargit la protection des mineurs, ce qui trouble un peu parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que notre groupe de travail en arrive à cette conclusion. Mais comment nous allons faire sur le territoire? Nous savons que d'un tribunal à un autre, nous avons des décisions qui sont différentes. Sur une même affaire, cette affaire-là de la petite fille dont nous parlons, elle ne sera pas jugée de la même manière à Paris, à Pontoise, à Nantes ou à Brest. Quand on parle de seuil de différence d'âge, vous allez avoir Paris, on va décider qu'au bout de 5 ans, 10 ans de seuil de différence, il y a la notion de présomption. Vous irez à Brest, on vous dira 10 ans. Vous irez à Marseille, on vous dira 2 ans. De faire du cas par cas, c'est que vous amenez des jurisprudences totalement, je dirais pas du tout uniforme sur le territoire. Et c'est en ça aussi la particularité française. C'est que vous n'allez pas être jugé de la même manière en fonction de la ville, de la culture du magistrat sur lequel vous allez tomber. Et là, vous mettez un arbitraire judiciaire. C'est pour ça que je comprends ce que vous voulez mettre. Et c'est quelque chose à réfléchir. Mais encore une fois, plus la loi pénale est claire et sans, je dirais, arbitraire dans l'appréciation individuelle, plus vous aurez une uniformisation sur le territoire. Et c'est aussi une protection au niveau de la défense. Je vais vous laisser répondre. Je voudrais qu'on écoute, c'était il y a quelques instants, c'était à l'Assemblée nationale, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, qui a rappelé que le gouvernement et la majorité partagent l'objectif de fixer ce seuil d'âge de consentement sexuel, donc à 15 ans, tout simplement. C'est ce qu'elle avait déjà dit sur notre plateau il y a quelques mois. On va l'écouter. La loi française, telle qu'elle existe actuellement, ne protège pas assez les enfants face aux violences sexuelles. En effet, si l'âge de la majorité sexuelle est bien fixé à 15 ans, rien dans les textes ne permet actuellement d'épargner aux enfants, notamment au moment du procès, le débat sur la question de leurs contraintes et donc de leur consentement au rapport sexuel, ce qui amène parfois à requalifier des faits de viol en atteinte sexuelle avec des peines donc plus légères. Le gouvernement proposera cette année
un projet de loi visant à mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. Et notamment, nous proposerons de renforcer la loi pour assurer que les enfants ne peuvent pas être déclarés comme avoir donné leur accord à un rapport sexuel avec un adulte, même lorsque la surprise, la menace ou la contrainte, ce qui caractérise le viol actuellement en droit français, n'a pas été prouvée, et notamment pour répondre à ce qui concerne les problématiques de l'état de sidération. Lorsque cela arrive, nous voulons affirmer qu'il s'agit de viol, de pédocriminalité. Ça doit être en tout cas la règle de base, même si bien sûr des exceptions à l'appréciation du juge au cas par cas doivent pouvoir être étudiées. Marie Mercier, et puis Marie Grémont, on a besoin vraiment que vous nous expliquiez, il y a beaucoup de subtilités, de nuances qui sont quand même sur des sujets tellement difficiles. C'est tellement difficile. La ministre parle d'une proposition de loi qui va être déposée le 7 mars. Or, ils viennent juste de nommer une mission avec des psychiatres pour travailler autour de ces seuils d'âge. Ça explique déjà combien c'est compliqué cette notion. Si c'était simple, tout le monde serait d'accord. Donc on essaye de chercher justement une ligne de crête, quelque chose de subtil pour protéger davantage les enfants. Et contrairement à madame, j'ai quand même l'impression que nous, on croit peut-être encore plus à la justice, parce qu'on espère que la justice, quand même sur le territoire de la France... Vous avez une vraie différence. Vous faites davantage, je veux dire, confiance en tous les cas à la liberté du juge. Oui. Et Marie Grémont, qui est, je le rappelle, avocate de l'association Innocence en danger, je vous dis, mais est-ce que vraiment les magistrats, sur la parole de ces enfants, cette fillette de 11 ans dans ce procès-là, donc on ne va pas dire ni ce qu'elle a dit, ni etc. Mais on peut se demander qu'est-ce que dans sa tête peut vouloir dire le consentement à cet âge-là, 11 ans. Est-ce qu'un magistrat est, selon vous, habilité à juger de cela ? C'est une vraie question, on peut la poser à la justice. C'est une vraie question, et cette jeune fille de 11 ans ne ressemble pas à une autre jeune fille de 11 ans qui elle-même, etc. Donc il faut aussi juger en fonction de ce qu'est cet enfant. Pardonnez-moi, vous n'allez pas un petit peu sur... je fais attention à ce que je dis, ce qu'a dit l'avocat, parce que l'avocat insiste sur cette apparence. Est-ce qu'il faut vraiment insister sur cette apparence ou s'en tenir simplement à l'âge, qui est un âge d'enfant, d'une fillette, tout simplement ? Là, vous avez raison. Vraiment, 11 ans, c'est insensé. C'est révoltant. Je tiens quand même aussi à l'affirmer très clairement, et c'est bien indiqué, en dessous de 15 ans, c'est indiqué dans la loi, un majeur n'a pas le droit de porter la main. C'est aussi clair ? C'est clair, si c'est clair dans la loi, c'est l'article 227-25. Non, c'est que veut dire la notion de majorité sexuelle. Ça veut dire qu'en dessous de 15 ans, même lorsqu'il y a c'est-à-dire que il faut prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise pour être sur une notion de viol ou d'agression sexuelle. Si vous n'arrivez pas à prouver l'un de ces 4 éléments, nous sommes sur une atteinte sexuelle, qui est un délit beaucoup plus mineur. Et c'est ça que veut dire la majorité sexuelle. C'est-à-dire qu'en dessous de 15 ans, quelle que soit la nature de la relation sexuelle avec un enfant, elle est de toute façon délictuelle à minima. La question porte sur la notion de viol et sur la notion d'agression sexuelle. Le gouvernement est sur une ligne que moi me semble plutôt juste, qui est de dire que dès lors que vous avez moins de 15 ans, il va être plus compliqué, en tout cas il y a une présomption, on n'a pas à prouver qu'il y a eu de la violence, ou qu'il y a eu de la contrainte, ou de la menace, ou de la surprise. Et ça me paraît primordial, parce que ces 4 éléments-là sont extrêmement compliqués à prouver. Mais vous êtes d'accord sur l'âge minimal, sur le seuil de 15 ans. Voilà, c'est apparemment un consensus, d'ailleurs majorité, opposition semble-t-il. J'ai dit tout à l'heure l'apparence, il ne faut pas oublier que cet homme qui a ce procès aujourd'hui, lui a évidemment parlé, donc il y a tout cela, est-ce qu'il a pu se rendre compte ou pas de cet âge-là, et donc il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Frédéric Dabi, sujet ô combien délicat, avec, j'imagine, toujours des débats passionnés auprès des Français. C'est un sujet qui nous touche forcément au cœur. Oui, ça touche énormément les Français. Pas besoin d'enquête d'opinion pour imaginer que cette affaire a dû profondément choquer. L'IFOP pose historiquement des questions pour le ministère de la Justice sur les missions prioritaires de la justice. Et ces dernières années, on a vu survenir comme première mission, non pas la sanction des coupables, mais la protection des victimes. D'autre part, lorsque l'on travaille sur est-ce que tel ou tel jugement de crime, de fait est sévère ou pas, c'est sévère systématiquement, ce sont les atteintes qui touchent aux mineurs, aux enfants qui sont perçus comme les moins sévèrement jugés et par rapport auxquels on attend la plus grande fermeté. Alors, bien sûr, j'ai pas d'éléments d'opinion, mais ce qui vient d'être proposé, faire coïncider, ce qui pourrait être proposé, faire coïncider majorité sexuelle et âge du consentement ne pourra pas ne pas être très fortement soutenu. Vous aviez raison de citer Outreau. Ça a été une rupture d'opinion dans la manière dont les Français ont perçu la justice. Sachant que sur les questions de justice, il y a toujours
deux regards. Il y a le regard des Français qui n'ont jamais eu affaire à la justice, qui sont sur une représentation très médiatique, très, je dirais, focalisée sur la justice pénale, qui est bien sûr un aspect minime des décisions de justice, et ceux qui ont eu affaire à la justice qui sont toujours un petit peu moins sévères. Et sur l'affaire d'Outreau, le regard des Français, ça n'a pas été, on ne peut pas croire les enfants, on ne peut plus les croire, mais un magistrat a très mal mené son affaire, en l'occurrence le juge Bagot. Je crois qu'il faut faire attention aux pièges juridiques, parce que dans ce que vous disiez, Frédéric, sur l'opinion des Français, il y a l'opinion qu'ils ont en général, et puis dans une affaire d'assises, ils sont capables d'innocenter un homme accusé d'avoir eu, parce qu'il y a eu un cas il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir eu des relations sexuelles avec une toute jeune mineure. Parce qu'il y a la question aussi, pas que de l'âge, mais il y a la question de la connaissance de l'âge par celui qui a une relation sexuelle avec le mineur en question. Et c'est là où il y a des pièges juridiques, parce qu'une fois que vous êtes devant les assises, les mêmes Français qui vont avoir un avis global, ils vont apprécier une affaire en particulier. Et ça peut être beaucoup plus difficile en assises, justement, parce que les mêmes Français vont être plus enclins à prendre en compte les arguments de la défense qui peut-être seraient plus efficaces que celles qu'on entendait tout à l'heure. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Maintenant, je pense que ça renvoie de toute façon à une réflexion qui n'est pas que juridique. On vit dans une société de la confusion des âges. Il y a aussi... Non, mais réellement, parce qu'on ne peut pas se lamenter de ces affaires-là et puis en même temps maquiller les petites filles. Je veux dire, cette grande confusion des âges, y compris des vieux qui veulent se faire passer pour plus jeunes, puisqu'ils sont dans cette obsession-là, ça fait totalement partie de l'équation. Ça n'est pas que juridique. Vous avez ça, et vous avez les enjeux de prévention, c'est-à-dire qu'à un certain moment aussi, l'éducation on peut aux violences aussi, sexuelles, y compris au sein des familles. Exactement, la notion d'intimité qui est importante à rappeler, le fait que les enfants sont des sujets et non des objets, donc l'idée du consentement qui s'apprend même jusqu'au baiser qu'on peut faire un adulte, est-ce qu'on accepte ou pas, apprendre à dire non, ce sont des choses qui passent à la fois par tout un volet éducatif, par la famille évidemment, qui peut sensibiliser à tout ça, et puis aussi à la prévention, au passage à l'acte pour les personnes qui seraient de l'autre bord aussi, c'est-à-dire que je crois qu'il y a je parle sous votre contrôle, mais il y a une audition publique sur les auteurs de violences sexuelles qui va être organisée les 14 et 15 juin 2018 par le ministère, sous l'égide du ministère de la Santé. C'est aussi important de mettre en place aussi toute une batterie de prévention de l'autre côté. Bien sûr, la prévention, et je vais vous laisser conclure, Marie Grimaud et Marie Mercier, oui. Oui, nous avons fait 34 propositions. Au bout de 4 mois de travail, 120 personnes auditionnées. Et dans ces 34 propositions, nous accentuons énormément sur l'éducation, comme vous avez dit, la prévention des violences intrafamiliales. Il faut que ce soit appris dès l'école primaire. Apprendre à l'enfant que l'inceste, non, ça ne se fait pas. Il faut libérer la voix de l'enfant, libérer la voix de tous, bien sûr, mais qu'elle soit recueillie dans une oreille qui soit formée. Et pour ça, il faut qu'il y ait aussi des moyens qui soient mis en place. Des moyens, l'éducation, la prévention et la vigilance, c'est ce que vous faites au sein de l'association Innocence en danger, Marie Grimaud, évidemment. Oui, moi je dirais attention au pouvoir du juge. Quand on est avocat, vous insistez sur ce point. Et quand on est à l'intérieur, la justice ne résout pas tout et la justice peut être assez dangereuse et assez maltraitante dans la prise en charge et le traitement de la parole de ces enfants. Et pour le vivre au quotidien, je ne peux qu'inviter nos hommes et femmes politiques à venir assister à ces dossiers, à ces assises et tribunaux correctionnels. J'imagine que vous le faites, vous travaillez sur ce dossier-là. C'est une invitation que je lance parce que Marie Mercier le fait. J'y répondrai. Oui. Merci en tous les cas à vous pour ce débat de fond sur un sujet tellement important qui nous touche. Merci à vous, restez avec nous sur CNews. À suivre le grand JT, puis l'entretien à venir. Nous reparlerons des suites du testament et de l'héritage de Johnny Hallyday. C'est à suivre.